ARSP, quel bilan, quelle réalisation 5 ans après sa création? À quand la fin de la sous-traitance et à plus de local content? Les politiques peuvent-ils aussi bien gérer que les chefs d'entreprise? Face à face spécial, je reçois ce jeudi 22 mai, après le journal de 19h, Félix Samouna, président du conseil d'administration de l'agence de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Rediffusion ce vendredi 23 mai, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Quelles sont les réalisations, quel est le bilan de l'ARSP, entendez, agence de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé? Pour en parler avec nous, nous recevons Monsieur Félix Samouna. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'ARSP, créé il y a quelques années, peu connu pendant longtemps, mais comme aime à le dire son directeur général, source d'argent et de développement pour la République démocratique du Congo. Alors, je vais commencer par là. Quelles sont vos réalisations? Ce développement, il vient d'où? La sous-traitance, oui, mais bilan. Merci, Monsieur Christian Loxakweno, pour la question. Le bilan, oui, on peut parler d'un bilan à mi-parcours parce que l'ARSP est un bébé de 5 ans. Vous avez cité le premier directeur général de l'ARSP, Monsieur Kalej, qui a mis les choses en place, et puis est venu Monsieur l'honorable Miguel Cachal, qui a donné un coup de boost. La différence entre les deux gestions, c'est qu'il y en a un qui a levé haut la barre en ce qui concerne la prise en compte de l'ARSP dans l'écosystème économique. Qui ça? Monsieur Miguel Cachal. Levé haut. Oui, et donc il a commencé d'abord par ce qu'on appelle la vulgarisation. Expliquer ce qu'était l'ARSP. Mais expliquer ne suffisait pas. Il fallait décrire les vraies missions de l'ARSP. Et la mission principale de l'ARSP, c'était d'inclure dans la chaîne valeur des grandes entreprises, les entreprises congolaises ou de droit congolais, mais où les Congolais ont au moins 51% des parts sociales, du capital. Donc c'est ce grand travail qui a été fait. En termes de bilan, on peut dire que sur ce point-là, l'ARSP a fait de grandes avancées. L'ARSP a fait de grandes réalisations. Nous avions parlé, et je pense que lorsque vous l'avez reçu la dernière fois, l'honorable Miguel vous a dit que dans le secteur minier, il y avait à peu près 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui étaient tenus par des entreprises étrangères sous-traitantes des grandes entreprises minières. 8 milliards tenus ou 8 milliards potentiels à récupérer par la République démocratique du Congo? Oui, mais qui étaient distribués aux entreprises étrangères sous-traitantes des grandes entreprises minières. Et jusque-là, nous avons bien commencé, puisque nous avons à peu près inscrit 25% de ce montant-là, près de 2 milliards de dollars, qui sont maintenant redistribués dans des entreprises congolaises, de droit congolais, et à capitaux majoritairement congolais. Donc ça, c'est un premier pas. Le deuxième pas se situe dans le domaine de la diversification. Parce que l'écosystème économique, l'économie congolaise n'est pas seulement constituée du secteur minier, quoique le secteur minier est le secteur le plus important. Donc nous allons maintenant orienter, dans une deuxième phase, les contrôles vers les autres entreprises, brassicoles, télécom, et ainsi de suite. Donc, nous sommes en pleine, croissance. L'espoir y est. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais nous pensons pouvoir avancer. 25% seulement capté. Capté, oui. Qu'est-ce qui fait que le reste ne l'est pas? Mais, vous savez, c'est un processus assez complexe. Il y a des contrats qui existent, qu'on ne peut pas casser comme ça du jour au lendemain, parce que vous savez très bien que le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient beaucoup au climat des affaires. Or, casser des contrats donnerait une très mauvaise image de l'RDC. Donc on garde des contrats qui sont limite hors la loi? Pas limite hors la loi, parce qu'il y a des contrats qui ont une certaine exigence technologique élevée et pour lesquels nous n'avons pas encore suffisamment d'entreprises congolaises
à ce niveau-là. Pour lequel la RSP devait faire en sorte que le know-how congolais augmente et puisse se soit retrouver transféré dedans. Exactement. C'est ce processus-là maintenant qui est en place. C'est-à-dire que les dérogations qui étaient accordées à l'époque, nous tendons à les restreindre de plus en plus pour emmener ce transfert de compétences et de technologies. Alors, bilan, vous dites 25%. Selon vous, à quel terme on arrive aux 100%? Moi je pense que si nous travaillons sur ce rythme sur encore les 3 prochaines années, nous pourrons y arriver. Mais je dois ajouter un bémol, parce que ce que fait l'ARSP, c'est l'ARSP facilite l'accès au marché. Mais faut-il encore que nous ayons des entrepreneurs compétitifs? Et donc il appartient aux entreprises et aux entrepreneurs congolais de se remettre ou de se mettre à niveau. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas, juste parce que nous voulons valoriser le capital congolais, casser des contrats si nous n'avons pas du répondant de la part de nos entrepreneurs. Donc, c'est en cela que nous avons une structure au sein du ministère des PME, qui est l'ANADEC, qui est chargée de la monter en capacité des entrepreneurs congolais. Parce que vous savez, l'entrepreneur congolais, à la base, il est ingénieux, il est volontaire, mais cela ne suffit pas. Il faut respecter les standards de gestion, les standards de management, et de pouvoir compétir à l'arme égale avec les autres. Donc, il y a d'abord aussi un travail sérieux et important à faire à notre niveau pour que nous puissions exiger qu'à compétence égale, la préférence aille aux entrepreneurs congolais. Vous dites que la RSP facilite l'accès. Oui. Et donc n'a pas pour prérogative de donner des contrats. Pas du tout. Pourquoi est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, la RSP, justement, quand vous facilitez l'accès, vous permettez aux entreprises congolaises d'accéder aux contrats. Vous savez qu'il y avait eu ce grand débat avec la FEC, dont je suis membre, qui exigeait que tous les marchés soient accordés par appel d'offres. Et il y a l'article, je crois l'article 6, si ma mémoire est bonne. Je préfère ne pas donner de fausses références, mais il y a un article qui dit bien que les marchés sont octroyés par appel d'offres, sauf des marchés qui sont de moins de 100 millions de francs congolais. Donc, l'appel d'offres, c'est la voie royale pour accéder au marché. Et c'est ainsi que les grandes entreprises, publient leurs offres sur le site de l'ARSP pour que les sous-traitants puissent y répondre. Mais aujourd'hui, c'est l'ARSP qui donne ces contrats. Pourquoi ? Aujourd'hui, pour avoir un contrat, il faut se vouer au sein d'ARSP. Écoutez, c'est peut-être une information que vous avez en tant que journaliste, mais nous, au niveau du conseil d'administration, les principes sont donnés pour que les marchés ne s'octroient que par appel d'offres. Moi, je reçois plusieurs documents, plusieurs lettres où je suis en ampliation des entreprises qui précisent que voilà, un appel d'offres va être lancé dans 15 jours, dans un mois, et c'est comme ça, par exemple, qu'on arrive à intervenir quand le délai pour soumissionner est trop bref. Il est par exemple d'une semaine. On dit non, il faut laisser le temps aux gens de soumissionner correctement pour avoir des chances de pouvoir être retenus sur ces marchés-là. Que du budget de la RSP? Alors, il faut souligner que la RSP prélève ou reçoit une taxe, je crois que c'est 1,2% on va dire, du chiffre d'affaires ou de tout ce qui est extrait ou brassé dans cette sous-traitance pour redistribuer à notamment Fogec, Canadec et autres. Aujourd'hui, c'est quoi le budget de la RSP? C'est combien? Le budget de la RSP, celui qu'on a voté pour l'année 2025, est de 80 millions de dollars. Mais c'est un budget prévisionnel. Donc, il ne sera réalisé que quand nous allons constater à la fin de l'année 2025 quelles ont été les réalisations, j'allais dire réalisées, quelles sont les réalisations effectives. Donc, aujourd'hui, le budget 2025 est de 80 millions. Qui correspond à 1,2% du total des 2 milliards
Non, qui est une projection, parce que nous espérons pouvoir quand même monter en gamme et collecter plus. Parce qu'effectivement, les 1,2% correspondent au chiffre d'affaires réalisé dans le secteur de la sous-traitance. Le budget a été souvent élevé parce que nous avions dû bénéficier, je pense, des 2 premières années de quelques pénalités qui étaient infligées aux entreprises qui, depuis la promulgation de la loi, c'est-à-dire 2017, ils avaient 1 an pour se mettre en règle, ne l'ont pas réalisé. Duralex, Sedlex, ils ont dû payer des pénalités, mais bien sûr, ça a quand même fait l'objet de certaines appréciations, de certaines négociations. Parce qu'1,2 milliard, ça ne fait que 24 millions à terme. Est-ce que cette ARSP est viable ? Oui, l'ARSP est viable. Parce que ce qu'il faut considérer, c'est le marché en général. Le marché de la sous-traitance est un énorme marché. Et c'est pour cela, depuis l'indépendance, ce marché a toujours été protégé par les grandes entreprises. Une entreprise qui vient s'établir au Congo, il bénéficie de certains avantages. Et donc, nous pensions qu'il est que normal de redistribuer dans la chaîne de valeur les marchés de la sous-traitance. Il n'est pas normal qu'une entreprise cannibalise totalement la chaîne de valeur pour uniquement la laisser à des filiales, à des entreprises créées de toutes pièces pour pouvoir parfois faire de l'évasion fiscale. 1,2% de 8 milliards à terme, c'est à peine 100 millions. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 millions ? Mais comment est-ce qu'on peut dire que la RSP, c'est peut-être la solution pour que demain, il y ait création d'emplois, il y ait redistribution ? Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que la RSP permet d'accéder au marché. Mais la RSP n'est qu'une étape pour aller vers la loi sur le local content. Qui n'existe toujours pas. Qui est déjà pratiquement terminé. Nous avons eu des experts et il appartient maintenant au ministre des PME et de l'industrie de pouvoir, Louis Watoum, qui va maintenant aller au niveau de l'ECOFIR et puis au niveau de la commission des lois pour pouvoir présenter cette loi qui pourrait, je pense, pour que ça soit rapide, passer en termes d'ordonnance-loi. Mais je reviens justement à votre question. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, je prends un exemple bête. Une entreprise reçoit un marché de 10 millions de dollars pour fournir de l'acide sulfurique. Mais au Congo, on ne produit pas d'acide sulfurique. Cette entreprise doit aller la commander à l'extérieur. Supposons que cette entreprise fonctionne selon les normes. Ce que la loi congolaise permet, c'est une marge, un profit brut de 20%. Donc ça veut dire que l'argent qui reste au Congo ne représente que 2 millions. Les 8 millions servent à l'importation de ces produits à l'étranger. Donc, le sous-traitant, on peut l'appeler vulgairement comme un commissionnaire. Oui, mais la RSP, à l'origine, c'était faire en sorte que ce sous-traitant ne soit plus commissionnaire, mais qu'il soit lui-même producteur de ce qu'il vend. Exactement. Et pour ça, on doit voter la loi sur le local content. Pourquoi ? Parce que la loi sur le local content, le contenu local, contient certains avantages qui doivent être attribués aux entrepreneurs congolais qui se lancent dans la production locale. Donc on va commencer par une semi-industrialisation et puis on va passer à l'industrialisation. Ça viendra sur le temps. Mais vous avez dit au bout de 5 ans, ça peut changer en 5 ans, passer de commissionnaire à producteur, quel que soit... Enfin, quand on voit l'enveloppe qui est là, qui n'est pas importante, c'est un peu rêvé. Non, attention. Ce que l'entrepreneur reçoit, c'est son chiffre d'affaires, les 1,2%. Mais n'oubliez pas que les 80%, les 8 millions dont j'ai parlé, se retrouvent à l'étranger. À partir du moment où il a un contrat de 10 millions de dollars, il peut maintenant négocier avec les banques qui acceptent de le financer en partie pour, au plus vite, faire cette unité de production localement. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut qu'il puisse bénéficier d'un contrat
je fais la différence entre un contrat et un bon de commande. Le bon de commande peut être révoqué à tout moment. Tandis qu'un contrat, il peut aussi être cassé, mais préserve quand même une certaine pérennité parce qu'il a une durée. La durée peut être de 3 ans. Donc quand vous avez un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars, ça vous fait 120 millions de dollars par an. Donc vous avez une capacité financière supposée de 360 millions de dollars. Mmh. Et la banque, voyant ça, peut vous accorder un financement de long terme, 2 à 5 ans, pour pouvoir mettre en place une unité de production. C'est plutôt moyen terme, 2-5 ans, c'est plutôt moyen terme. Oui, mais à partir de ce moment-là, vous êtes couvert. Et la banque est aussi couverte parce que le donneur d'ordre, c'est un donneur d'ordre de premier plan, qui est une entreprise minière par excellence. Et donc, ils vont pouvoir travailler ensemble. Donc, pour me résumer, la sous-traitance est une étape, mais l'étape finale, celle qui sera vraiment bénéfique et qui va vraiment créer la classe moyenne congolaise, c'est la loi sur le local content. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément que j'ai oublié de mentionner. Aujourd'hui, quand nous importons tous les produits que nous importons, mais nous importons aussi le chômage. Produire localement nous aide à lutter contre le chômage. Parce que les entreprises qui tournent à l'étranger, qui tournent avec des fonds produits au Congo, ils payent leurs employés. Donc, ils soutiennent l'emploi. Tandis que si la bascule se fait, nous pouvons aller et répondre au pilier numéro 1 du chef de l'État, qui est la création de 6 millions d'emplois. Donc, en ce faisant, nous allons aussi créer de l'emploi localement. Nous allons payer des impôts, pas sur 2 millions, mais maintenant sur 10 millions. Donc, ça fera de l'entrée. Donc, ça pourra donner des ressources à l'État pour essayer de parer aux problèmes logistiques que nous avons et à beaucoup d'autres problèmes. Donc, c'est une chaîne, une chaîne que, pour moi, qui est vertueuse, mais on doit s'y coller. On ne doit pas commencer quelque chose et puis s'arrêter. C'est pour ça qu'il est bon de rester dans la durée, de voir toute cette opération dans la durée. Nous, au niveau de la FEC, nous avons commencé ce projet sur la sous-traitance et la loi sur le local content depuis 2014. Et donc, c'est seulement en 2017 qu'il y a eu la loi, qui a commencé à être exécutée en 2019. Nous sommes en 2025. La RSP n'a que 5 ans. 80 millions de budget. Comment les dépenses sont-elles exécutées ? Pour le moment, nous avons un petit problème d'exécution, justement. Petit problème ? Oui, c'est un petit problème, puisque vous savez, quand vous avez la volonté de résoudre les problèmes, quels qu'ils soient, vous pouvez, si vous êtes tous de bonne foi, les résoudre. Le petit problème que nous avons, c'est que dans sa phase de conquête, la RSP a eu à dépenser beaucoup d'argent dans la communication, dans les missions de contrôle, dans la prise de certains avocats conseils, de certains aviseurs pour pouvoir mobiliser toutes ces recettes. Et donc, il y a 1 mois, nous avons tenu un conseil d'administration pour essayer de revoir un petit peu toutes ces dépenses-là et les rendre un peu plus cohérentes par rapport aux exigences d'une gestion, d'une bonne gestion. Quelles sont les dépenses que vous ne voulez plus voir ? Nous voulons diminuer les dépenses de marketing. Nous voulons diminuer les dépenses de communication en général, les dépenses des aviseurs, pour ne rester que sur ce qui, pour nous, est basique, c'est-à-dire les rémunérations en premier lieu, payer nos fournisseurs régulièrement, payer les taxes et impôts là où on doit les payer, et puis maintenant envisager un point que nous n'avons pas encore vraiment exploité au sein de la RSP, c'est de pouvoir subventionner certaines formations pour nos entrepreneurs. Le plan de dépenses, il est contrôlé par l'IGF ? Oui, nous avons eu l'IGF depuis 2013 dans nos murs, qui contrôle les dépenses. Nous avons été reçus par l'inspecteur Alinguete qui vient
de quitter son poste. Et on a été un petit peu briefé, conseillé sur la manière dont les contrôles se font. Donc l'IGF travaille pour vérifier les comptes. L'IGF qui contrôle une société d'ACO qui perçoit $30 000 par mois. Je l'ai appris par voie de presse parce que vous savez bien, nous ne sommes pas dans la gestion quotidienne. J'ai entendu dire qu'il y avait une société qui avait $30 000 par mois. Et je pense que ça aussi, ça fait partie... Qu'est-ce qu'elle fait plus que l'IGF ? Je pense que c'est une fiduciaire. La mission d'une fiduciaire, elle est différente de la mission de contrôle. La mission de fiduciaire, elle est principalement sur le conseil, l'optimisation fiscale et parafiscale. Versement des dividendes. Vous avez dit tout à l'heure, nous contrôlons la manière à laquelle l'argent perçu est reversé. Mais aujourd'hui, certains, FOGEC et autres, se plaignent que l'argent qu'on devait leur verser n'est pas versé à terme. Oui. Par contre, les dividendes, notamment des mandataires, pour eux, il semble ne pas y avoir de retard. Que dites-vous à ceux qui disent cela ? Je suis étonné, parce que vous savez bien, la RSP n'est pas une entreprise privée. Nous gérons la sous-traitance dans le secteur privé, mais nous ne sommes pas une entreprise privée. Donc il n'y a aucun dividende à verser à des mandataires. C'est seulement dans les cadres des entreprises privées où, en tant qu'actionnaires, ceux qui ont participé à la constitution du capital, ils ont fourni l'effort de départ, ils reçoivent une part des bénéfices qu'on appelle dividendes. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de dividendes versés Oublions le terme dividende, parlons des jetons de présence des administrateurs. Encore une fois, je tombe de nu quand j'apprends ça, parce que vous savez très bien que l'ex-premier ministre, M. Sam Aloukonde, aujourd'hui président du Sénat, avait pris un décret qui mettait fin aux jetons de présence. Et donc, les jetons de présence étaient splittés en fait en 3 pour que les mandataires non actifs aient un salaire mensuel. Donc, les jetons de présence ne dépendent plus des réunions, mais ce sont des rémunérations, des émoluments qui sont distribués chaque mois. Mais donc, vous êtes surpris d'apprendre que cela existe, ça veut dire que vous ne touchez pas tout ça ? Non, nous ne touchons pas tout ça. Nous n'avons que notre seul... Donc, jeton de présence, vous n'avez pas reçu. Quand on parle de jeton de présence sorti, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui a touché de l'argent à votre insu. Possible, parce que, comme j'ai dit, nous n'avons pas la caisse de l'RSP sous nos yeux, mais nous venons, par exemple, d'avoir un contrôle qui a été fait par des commissaires aux comptes qui ont été désignés pour les RSP et dont on a eu le rapport il y a 1 mois et demi. En plus de l'IGF, en plus de DACO. Bien sûr, il y a les commissaires aux comptes qui sont désignés d'office et ceux-là ont été désignés à l'époque par le Premier ministre Sam Aloukonde et qui ont fait leur travail pour 2023. Le 2024 est en cours et qui contrôle tous ces éléments. Et je n'ai pas vu, en tout cas, parler, je n'ai pas entendu parler, je n'ai pas lu dans ce rapport un quelconque montant payé pour des jetons de présence. Pour tous les établissements publics, les jetons de présence n'existent pas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les entreprises du portefeuille de l'État, qui ont peut-être un autre profil, mais pour les établissements publics, je doute fort qu'un seul mandataire non actif ait encore perçu des jetons de présence. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, l'a encore rappelé et a proposé un décret à la signature de la première ministre, Madame Soumina Toulouka, pour restreindre encore plus ces pratiques-là. Alors, pour parler du ministre du portefeuille, la responsabilité des membres du conseil d'administration a été engagée, particulièrement du président du conseil d'administration, quand il y a des problèmes de gestion. Aujourd'hui, vous, que savez-vous de la manière à laquelle ça se passe ? Et êtes-vous conscient qu'éventuellement votre responsabilité pourrait être engagée si jamais vous dites, par 2 fois, vous l'avez dit au cours de l'émission, j'ai appris, cela nous échappe, si
des erreurs de gestion, pour ne pas dire plus, étaient commises? Nous nous attelons à chaque réunion du conseil d'administration de prôner la gouvernance. Et d'ailleurs, ce que nous avons décidé de faire depuis le début de l'année, puisque nous sommes astreints à une réunion du conseil d'administration tous les 3 mois. Mais il n'est pas normal, quelque part, de percevoir des émoluments mensuellement et de tenir qu'un seul conseil d'administration. Nous avons décidé d'office de tenir des réunions spéciales du conseil d'administration qui portent sur 2 points, la gouvernance et la stratégie. Donc nous avons tous les mois une réunion de gouvernance et de stratégie, et le 3 mois, nous avons un conseil d'administration normal. Où tous les chiffres sont mis sur la table. Les chiffres qui sont mis sur la table sont les rapports, je dirais, d'activité. Les chiffres sont transmis sur les états financiers que nous voyons à la fin de l'année, qui sont envoyés à la Cour des comptes pour vérification et qui sont certifiés par des commissaires aux comptes. Donc nous recevons les états financiers une fois l'an, après l'exercice échu. Donc, c'est les états financiers que nous examinons. Maintenant, si nous avons, des réserves par rapport à ces états financiers, nous posons la question au comité de gestion qui nous répond. Ce qui s'est passé récemment avec la SNEL. Ce qui s'est passé avec la SNEL, exactement. Mais donc, au quotidien, à chaque fois que tel ou tel, notamment dans la presse, dit que telle banque a sorti tel argent sur la RSP, vous n'avez pas la capacité ou la compétence de demander des explications? Non, parce que ce n'est pas directement notre travail. Vous voyez ce qui se passe. Chacun doit assumer son rôle. Un directeur général a la compétence de la gestion quotidienne. Nous avons, une fois tous les 3 mois, une revue sur l'activité, comment elle se passe, comment elle évolue. Mais nous n'avons pas la capacité de gestion. Et c'est souvent ça qui est à la base de la crise entre le conseil d'administration et le comité de gestion. En ce que, parfois, le président du conseil d'administration se transforme en gestionnaire au quotidien. Or, c'est pas ça son travail. Son travail, c'est de suivre que les activités se passent bien. À la fin de l'année, nous contrôlons et nous faisons rapport au ministre qui, à un moment ou à un autre, intervient sur cela. Et d'ailleurs, pour aider encore plus à la gestion, à la bonne gestion, depuis l'arrivée du ministre Watoum, il a organisé une réunion, 2 réunions par mois. C'est-à-dire, toutes les entreprises sous sa tutelle se réunissent 2 fois par mois pour donner un petit peu leur rapport d'activité. Et donc, quand il y a un couac, comme celui qui s'est produit avec les attributaires FOGEC, ANADEC et APROSEM, pour qu'on regarde c'était quoi le problème. Et c'était quoi ? Le problème, c'est la liquidation des comptes de manière immédiate. Et pour mettre fin à cela, on a décidé de créer un compte commun, un compte séquestre. C'est-à-dire que toutes les recettes de l'ARSP vont sous ce compte séquestre qui est ouvert dans toutes les banques. Et à partir de là, il y a un nivellement automatique qui se fait pour le compte du FOGEC, pour le compte de la PROSEM, pour le compte de l'ANADEC et pour le compte de l'ARSP. Donc, de ce qui se passait précédemment, l'ARSP ne perçoit pas et puis distribue. Cela se fait de manière automatique. Aujourd'hui, aucune de ces entités qui hier se plaignaient de ne pas être servies à temps n'a de retard de perception de son dû. Normalement, non. Mais
Vous savez qu'il y a des procédures, les banques sont assez tatillonnes sur certaines procédures et des documents devaient être signés, un contrat devait être signé pour que ces banques puissent exécuter proprement les instructions du ministre. C'est ce qui vient d'être fait, donc normalement, aujourd'hui, tout ça devrait rouler calmement. Même si certains disent qu'avec récemment le conflit à l'Est, les revenus ont baissé et qu'ils expliquent ainsi le fait que peut-être que les caisses de la RSP ne sont plus aussi pleines qu'auparavant. C'est une des raisons, effectivement. Bien sûr, il y a le conflit à l'Est, mais il y a un petit peu, vous avez eu ce flottement qu'on a eu février-mars, il y a eu comme une espèce de retenue. Tout le monde faisait attention à sa trésorerie et donc les dépenses qui devaient être faites ont été un petit peu gelées ou différées. Mais je pense que à partir du mois de ce mois-ci, mai, juin, les choses vont petit à petit se mettre en place. On voit que la cohabitation entre le CA et le CG, le conseil d'administration et le conseil de gestion n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Démentez-moi si je me trompe. Beaucoup de combats, beaucoup de critiques, dans la presse notamment. Que se passe-t-il exactement entre vous, Félix Amouna, et le directeur général Miguel Cachel-Katambe? Il ne se passe rien d'autre qu'une cohabitation professionnelle. Vous savez, moi, je suis, comme je l'ai dit, membre de la FEC. Je suis entrepreneur moi-même depuis plus de 3 ans. Je suis président de la Commission nationale PME. Et donc, parfois, je dois intervenir pour préserver les intérêts des PME. Et on peut diverger. La divergence existe. À partir du moment où vous arrivez à trouver un accord sur le modus operandi, comme une grosse divergence était sur les appels d'offres, parce que la loi est claire, la RSP n'attribue pas des contrats. La RSP, c'est l'organe de facilitation. Parce que ce qui est important aussi à rappeler ici, c'est que tout cela tient aussi à un document très important qu'on oublie, qui est le Pronadec. Le Pronadec, c'est un document de base qui définit les 4 C. Les 4 C, c'est la capacitation, c'est l'accès au crédit, c'est l'accès au financement et la formation. Donc, l'accès au contrat est fondamental. Beaucoup d'entrepreneurs congolais, beaucoup d'entreprises congolaises n'arrivent pas à accéder au contrat parce qu'il y a parfois une façon opaque de gérer ces contrats. Du fait du DG ? Non, pas du fait du DG. Du fait de qui Du fait des entreprises. Qui empêche que ce ne soit pas de la facilitation, mais du fait des entreprises. Du fait des entreprises. C'est pour ça qu'on a rappelé au DG, ce qu'il a très bien compris. L'enthousiasme, c'était peut-être de dire, OK, j'interviens directement, parce qu'il y avait aussi beaucoup de résistance. Mais maintenant, je crois que les choses se font plus ou moins normalement. Il y a les appels d'offres qui sont lancés et les entreprises soumissionnent. Les meilleurs gagnent et puis je pense que ça ira de mieux en mieux. Il n'y a pas conflit d'intérêt entre le président de la commission FEC et le président du conseil d'administration ? Non, justement, il est important qu'un représentant du secteur privé soit présent dans le conseil d'administration. Et c'est une constante. La FEC est à peu près présente dans 30 conseils d'administration pour représenter le secteur privé. Ou sinon, le danger, si je peux appeler ça comme ça, c'est que les conseils d'administration soient dominés par des politiques. Et s'il y a quelque chose que je pense qu'à terme nous devrons corriger, c'est cela. Les politiques peuvent faire face. Attention, vous, de la FEC, vous êtes expert, acteur. Les politiques ont-ils leur place dans les conseils d'administration ? Dans les conseils de gestion ? Dans les conseils d'administration, on peut trouver des conseils de gestion, à la gestion. Est-ce que les politiques sont compétents, ont la compétence pour gérer
alors que la politique, c'est le service de l'autre, et que l'homme d'affaires fait que vous êtes, c'est le profit. Oui, mais tout dépend du profil. Tout dépend du profil. Et c'est pour ça qu'il est important que les partis politiques ou que l'État, dans sa sélection des gestionnaires, ait un critérium clair, établisse un profilage clair. Et le souhait qui serait qui est le plus répandu, c'est que tout gestionnaire passe par un concours. Au moins, on va éviter certains favoritismes, on va éviter certaines accusations, parce que la pratique, c'est que certains partis politiques, quand ils ont la tutelle du ministère et que sous cette tutelle, il y a des entreprises publiques ou il y a des entreprises du portefeuille, ils veulent placer un membre de leur parti politique, ce qui est totalement contraire à la loi. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de politiciens ou des hommes politiques compétents, il y en a, mais si tout le monde au moins pouvait passer par un concours, ça faciliterait les choses. C'est la compétence le problème ou c'est vouloir servir le maître? Celui qui sert le maître prend un risque, parce que le maître dans ce cas-ci, c'est le peuple. Le maître dans ce cas-ci, c'est le chef du parti. J'insiste, c'est le peuple. Parce que quand vous travaillez dans une entreprise publique, vous êtes payé par des fonds publics. C'est pas votre parti qui vous paye. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Nous comprenons. Combien de concours il n'y a pas eu, M. Samoula, oui. Où les candidats se sont vus écartés par la voix de son maître? En tout cas, moi, je prends le dernier concours organisé au niveau de la SNEL. Vous avez connu le problème. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Le conseil d'administration a tracé un profilage et il a organisé un concours interne. Et librement, les candidatures ont été posées. Et avec la direction générale, un représentant du ministère de tutelle, ou deux, je pense, un représentant de la primature et certains membres du conseil d'administration et de la direction ont sélectionné. Cela ne s'est pas soldé par le conseil d'administration n'était pas en capacité ou n'était pas compétent dans la matière? Non, puisque tout ce qui concerne les cadres de commandement, c'est l'apanage du conseil d'administration. Donc, à partir du chef de division jusqu'au directeur, c'est l'apanage principal du conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration était totalement en capacité de faire cette sélection. Beaucoup de combats, je reviens à ma dernière question, d'attaque contre votre CA et contre votre DG. Se justifie-t-elle? Ou ce n'est que, selon vous, combat d'ambition? Il y a quand même une chose qu'il faut souligner. Nous avons trop longtemps l'habitude, dans notre pays, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand il y a des problèmes, il faut d'abord identifier les problèmes et voir là où il y a solution et apporter les solutions adéquates. Mais je ne pense pas que c'est dans les réseaux sociaux qu'on résout les problèmes. Je ne suis pas contre les dénonciations. Mais il est important pour un journaliste, je prends votre cas, quand vous avez un problème, une question à poser, vous invitez la personne, je dirais, incriminée pour pouvoir se défendre. Et ainsi, on ne jette pas en pâture. Quand elles acceptent de venir. Oui, quand elles acceptent de venir. Si elles n'ont rien à se reprocher, comme moi, je me présente avec sourire. Vous dites parce que vous ne gérez pas. Mais vous ne voulez pas vous prononcer sur la manière à laquelle le conseil de gestion le fait. Pour terminer sur cette question-là, je pense que quand je lis, j'ai lu qu'une seule fois cet article, ça s'est terminé par une phrase. En plus, monsieur est candidat ministre. Alors, est-ce que c'est le candidat ministre qu'on est en train d'attaquer ? Ou c'est le DG d'une structure de l'État?
On a incriminé le conseil d'administration. Je pense qu'il était important que le journaliste en question nous écrive, sollicite une audience pour nous poser par exemple la question sur les jetons de présence. Les jetons de présence n'existent plus depuis le décret Samalou Kondé. Il aurait eu sa réponse et la chose aurait été classée. S'il y a des problèmes en ce qui concerne la gestion, il peut poser les questions au DG, ou sinon, il s'adresse au ministre et le ministre prend les mesures qu'il se doit, puisque seul le ministre peut, dans ce cas, demander l'ouverture d'une enquête, peut demander un audit indépendant pour vérifier s'il y a matière à discussion.